Alors le titre, c'est Réconcilier Craft et Data Oriented Programming. C'est un piètre titre pour ce que je vais vous présenter. J'en avais d'autres, hein, j'en considérais d'autres. En voici une petite sélection. Je voulais être descriptif par rapport à ce que vous pourriez apprendre, mais la vérité, c'est que aujourd'hui, ce que je vais surtout faire, c'est vous faire un retour d'expérience en startup, SaaS, les années que j'ai passées en fait en tant que programmeur, pour essayer d'apporter des méthodes craft alors que je n'y connaissais rien. Donc je ne cherche pas à être péremptoire ou à vous apprendre quelque chose, une nouvelle technique ou quoi que ce soit, mais à vous aider à vous plonger dans mon contexte. Et si vous partagez le même contexte, peut-être que ça va pouvoir vous accélérer, ou peut-être que vous allez pouvoir m'apprendre des choses après cette conférence une fois que vous avez vu comment ça s'est passé. Et aussi, alors je vous préviens, ça va être technique, pas tant qu'on va écrire du code ensemble, mais c'est que c'est uniquement sur des considérations de comment on écrit le code. Donc quand je parle de craft, je suis très réducteur ici. Je parle de méthodes qui vont être liées au code, mais pas forcément de tout le contexte dans lequel on est amené à appliquer les différentes méthodes. Alors, déjà, je vais faire un résumé en 2 minutes de tout le talk, comme ça, si vous êtes plutôt intéressé par d'autres choses qui se passent ailleurs, vous pouvez y aller direct. Alors, déjà, le contexte, c'est la mise en œuvre de méthodes et techniques liées au craft. Dans des startups SaaS typiques, alors spécifiquement, c'est du startup B2B, métier, avec pas mal de JavaScript dedans, avec une single page application, une API. Si c'est pas votre contexte, peut-être qu'il y a des choses qui vont s'appliquer, peut-être pas, je ne le sais pas. Voilà. Avec une équipe et du code existant, une équipe qui n'est pas forcément formée au craft. Si vous êtes déjà dans une équipe de crack, vous avez des réponses que je n'ai pas de toute façon. Le problème qu'on a, c'est l'adoption de méthodes de craft liées au code est difficile parce que les ressources pour apprendre sont en général pas adaptées au contexte. En tout cas, c'était mon expérience. Et les habitudes des développeurs non plus n'étaient pas adaptées. Et c'est surtout qu'il y a une espèce de gros socle de programmation orientée-objet. Et donc, si on n'a pas bien adhéré à ça, ou si on n'a déjà pas une code base, des gens formés à ce genre de choses, il y a un espèce de petit clash culturel sur comment écrire le code. Et ça, c'était mon expérience. La solution, on a peut-être un autre paradigme sur lequel se reposer. Celui que je vais vous présenter, c'est celui de la programmation orientée données. Donc je vais vous dire ce que c'est, les principes, et comment est-ce que c'est conforme ou pas conforme à certaines choses qu'on a apprises dans la méthode du craft. Et puis ça va nous laisser avec une difficulté, c'est que n'y a pas de bonnes ressources pour apprendre ces méthodes dans le cadre de l'application de l'orienté données. Et qu'il y a une inadéquation partielle parce que l'encapsulation en orienté données, c'est pas terrible et il y a pas mal de choses en craft qui en dépendent, quoi. Donc voilà, là vous avez le résumé de tout le talk. Si vous souhaitez partir, il n'y a aucun problème. J'ai pas de mal. Alors, je me présente avant la suite. Alors, je m'appelle Yacine, je suis ingénieur logiciel. Mes 2 dernières expériences étaient en start-up, justement, depuis 2018 chez Spendesk et 21 chez Fabric, et j'y suis encore. Pourquoi je vous mentionne ces expériences? Parce que c'est pertinent par rapport à ce que je vais vous dire. Spendesk, c'est une application web de dépenses d'entreprise. Donc vous êtes un collaborateur dans une entreprise, vous voulez acheter un truc pour la boîte. Spendesk, ça va vous aider à dépenser l'argent de la boîte en créant une carte virtuelle, en déposant une note de frais ou choses comme ça. Donc ça c'est le contexte business, c'est métier du coup, et on vend à des entreprises. Le contexte technique, c'est qu'on a un front-end, c'est une single page application dans un React, ça doit parler à certaines personnes, et le back-end, c'est une API REST, il y a une API GraphQL aussi, le back-end est en JS avec Node.js, voilà. Et le contexte humain, c'est qu'il n'y a pas de pratique craft. Au moment où j'arrive dans la boîte, elle a déjà 3 ans, et il y a une dette technique monstrueuse. Et bon, spoiler, hein, c'est parce que quand on ne connaît pas le métier, on commence à coder avec les pieds, au bout d'un moment, on doit nettoyer, quoi, tout simplement. Fabric, elle ne change pas trop la slide, vous avez vu. Donc Fabric, c'est une application web de lean management en usine cette fois-ci. Donc si vous avez écouté la keynote ce matin, nous justement on a un logiciel qui vient aider les usines à mettre en pratique un certain nombre de méthodes qui viennent de Toyota. Et donc on a des outils qui les aident à faire ça. Le front-end c'est du Vue.js, cette fois-ci du React, tomato. Le back-end c'est une API REST aussi, on a un peu de Python, mais il y a quand même du TypeScript. Donc apparenté JavaScript, et pareil, pas de prix de craft, 2 ans d'aide technique, tout le bazar. Donc j'ai mon échantillon statistique, j'ai un n égale 2, donc c'est pas beaucoup, mais ça permet déjà de dire des choses. Et donc le contexte global, donc, je vais généraliser à un produit web SaaS B2B, plutôt métier, un front-end, un back-end. C'est important d'avoir vraiment ces 2 choses différentes parce que ça va créer une tension dans les choix. Et une équipe pas trop craft, un legacy à gérer.
Ça, je pense que ça doit être le contexte de pas mal d'entre vous. Et ça, je pense que c'est pas étonnant, c'est un tas de problèmes. Un tas de problèmes quand on essaye de faire quelque chose de métier, mais qu'on n'a pas les méthodes pour faire du métier, et quand on a un système distribué dès le premier jour. Et ces problèmes-là, ça appelle à chercher des solutions. On commence à se dire, bon, c'est pénible, on fait tout le temps la même chose, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? Et c'est dans ce contexte, justement, chez Spendness, que je me suis approché sérieusement du craft, j'ai appris les méthodes. Mais à ce moment-là, je suis un peu tout seul dans la boîte et je suis complètement débutant. Donc voilà, méthode de craft à la rescousse. Je vous ai fait un petit pot pourri des méthodes de craft. Alors encore une fois, je ne veux pas réduire le craft à ça, c'est pas l'objet. Mais voilà la liste des choses qu'on a essayé de mettre en place. Et il y en a, ça s'est très bien passé, il y en a, ça s'est moins bien passé. Je vous ai mis en couleur, en rouge, là, les trucs où ça s'est moins bien passé. Et ce qu'ils ont en commun, les trucs qui se sont moins bien passés, c'est que c'est lié à la façon d'écrire le code. Donc si je reviens, faire du pair ou de l'ensemble programming, bon, il peut y avoir une petite résistance, mais au bout d'un moment, les gens ont compris, ça se fait sans problème. Par contre, des principes solides, si vous allez lire le bouquin de... en l'occurrence, c'est Bob Matzing qui donne le terme, on pense qu'on veut du monsieur, mais... les principes solides, si vous cherchez à les apprendre, vous allez avoir des exemples en Java à la caisse, quoi. Et donc si vous faites du JavaScript d'une façon qui n'a rien à voir avec du Java, vous êtes un peu perdu, c'est difficile à mettre en place. Voilà. Et donc les problèmes liés à ça, c'est que ça tranche avec le code existant et les pratiques communes, il y a un effet de code base en une, on ne sait pas trop ce qui se passe, les gens ne savent pas comment écrire. Lorsqu'on leur dit « oui, ce serait pas mal de t'appliquer ce principe », oui, mais comment? Je ne sais pas. Il y a du boilerplate, donc il y a plus de code. Il peut y avoir même des overruns en termes de performance, parfois. Si on n'est pas habitué à la chose, qu'on ne nous l'a pas bien vendu, on commence à se dire, mais pourquoi on commence à écrire 3 fois plus de code? C'est quoi l'intérêt de faire tout ça? Et ça conduit à une méfiance des équipes. Et je dis méfiance pour être gentil, carrément de l'hostilité des fois. C'est « écoute Yacine, arrête de nous saouler avec tes méthodes. C'est une religion, t'es un prêtre. Nous, on est là pour faire des choses pragmatiques. » On entend souvent le terme pragmatique. Pragmatique, souvent, ça veut dire je veux faire le truc facile, expédient, rapidement. J'ai pas envie d'apprendre des nouvelles choses parce que ça me met dans une position inconfortable. Et je vais vous donner un exemple. Alors, je ne vais pas présupposer de connaissances de craft, je ne connais pas l'audience ici. On va prendre un exemple en DDD. Je ne vais pas vous présenter ce que c'est que le DDD, mais en DDD, il y a un concept tactique, c'est celui des value objects. L'idée d'un value object, c'est qu'on a un tas de données, c'est une valeur, et ça représente un concept métier. Si vous cherchez un peu sur Internet sur comment est-ce qu'on implémente des value objects, vous allez probablement tomber sur du code qui ressemble à peu près à ça. Vous avez une classe, voici les champs de données pour définir le value object. Quand on le construit, on va le valider, ça permet de... Voilà. Et puis là, on a une méthode. Donc cette chose-là, c'est la validation d'un invariant. L'invariant, c'est les règles qui doivent toujours être vraies pour que cette donnée-là soit bonne d'un point de vue métier. Et ça, c'est une opération sur la value object, et cette opération-là, elle doit maintenir les invariants. Donc ça, orienté objet, c'est facile, il n'y a pas de problème. C'est pas comme ça que code, en général, un sortant d'école qui travaille en start-up, qui fait du JS. Il a sûrement vu ça en Java, mais en général, si on lui demande d'implémenter la même chose, il va écrire plutôt un truc comme ça. Voilà. Pardon. Voilà. Value object à l'arrache. Donc la value object à l'arrache, déjà, bon, pourquoi s'embarrasser avec des noms? On va prendre un tableau, on va mettre 3 valeurs dedans, on a notre rouge, notre vert et le bleu. Pardonnez-moi pour le manque de contexte d'ailleurs, mais c'est que ce bout de code, précédemment, c'est censé représenter dans un métier une couleur, couleur représentée par les trois couleurs rouge, bleu et vert. Donc c'est un modèle très très simple. Voilà. Donc ici on retrouve la même chose, hein. On a une validation de l'invariant, donc on a une méthode pour valider que la couleur est bonne, donc on a bien les nombres entre 0 et 255, et puis on a une opération pour faire en sorte que c'est la même, pour faire en sorte que la couleur soit plus claire. Ça fait la même chose grosso modo. Voilà. Mais pas dans le même style. Donc si vous ne connaissez pas les value objects et vous essayez de les appliquer, il y a un peu un choc. Donc je suis naïf, moi je commence à apprendre le DD, je fais allez on va appliquer la méthode telle que je l'ai apprise comme un bourrin, donc on va faire de l'OOP partout. Et là je reçois des objections. Donc j'ai la première, c'est bon, nous ce qu'on fait c'est on a un back-end tout simple, on reçoit une requête, on va créer l'objet, et puis ensuite on va faire des trucs avec, et il va disparaître.
Dans ce cycle requête-réponse, moi je veux valider dès le début dans mon contrôleur. Je ne veux pas avoir à me retrouver avec cet invariant vérifié dans mon constructeur qui va trop, et puis il va falloir gérer l'erreur et tout. Ça leur plaît pas, quoi. Ils veulent la main sur la validation directement. Quand ils veulent ajouter des opérations, il faut modifier la classe. Donc on se retrouve des fois avec une énorme classe. Eux, ils veulent juste, moi je veux rajouter une opération, j'ajoute une fonction, quoi. Pourquoi m'embêter? Dans ce cas-là, il faut exposer les attributs si on fait ça. J'ai l'objection aussi, c'est que, oui, mais si je commence à avoir une grosse classe avec plein d'opérations, je peux faire de tree shaking. Alors, tree shaking, pour ceux qui ne sont pas familiers de ça, c'est en front-end, c'est cette idée de, je vais pouvoir analyser les fonctions que j'utilise versus celles que j'utilise pas, et celles que j'utilise pas, je ne vais pas les exposer au navigateur. Et ça peut être, je les utilise pas à tel endroit particulièrement, donc quand on navigue une route, on va aller chercher le bout de code intéressant. Si on met tout dans le même fichier, on récupère tout d'un coup. Et pareil pour la réutilisation. Donc si jamais j'ai un tuple de 3 valeurs entre 0 et 255, il s'avère que c'est une couleur mais que j'ai pas instancié mon objet, je suis obligé de rentrer dans cette danse d'instanciation, d'utilisation, etc. Et enfin, la vraie raison, la vraie objection, c'est j'aime pas les classes. Voilà. J'aime pas écrire des classes, qu'est-ce que c'est ce truc, voilà, moi j'ai fait 5 ans de SN, j'en ai marre de faire du Java, ça me plaît pas. C'est ce genre de réaction. Donc on a une hostilité immédiate. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de répondre à ces objections en restant dans les clous. Hop. On a changé notre petit bout de code. On a gardé la validation de l'invariant, mais on a sorti la validation si certains souhaitent le faire directement dans le contrôleur. La méthode, elle n'est plus là, c'est une fonction. Elle prend directement l'objet couleur qui a du coup dû exposer sa donnée. Et avec ça, on a répondu à la première objection. Donc je peux valider. On a répondu à la deuxième. Voilà. On a répondu à la troisième, et puis il y a toujours des classes, mais je leur ai dit, vous faites de l'OOP. Maintenant, on compare. C'est à peu près pareil maintenant. La seule différence, c'est qu'à gauche, on a une classe, ça fait plus de code. Du coup, les gens ils me disent, mais pourquoi on fait ça alors? Pardon? Parce que maintenant que j'ai un objet, quand je construis mon objet, j'ai validé l'invariant. Donc une fois que j'ai ma couleur, ici à gauche, je sais que l'invariant est valide. Alors qu'à droite, j'ai juste des nombres. Si quelqu'un n'a pas fait l'effort d'appeler validateColor avant d'appeler brightEndColor, il n'est pas sûr que le code est bon. Alors nous, justement, tout l'intérêt du coup des valueObjects dans DDD, c'est de pouvoir maîtriser la vérification des invariants. Gros problème maintenant, c'est qu'on est dans un contexte technique particulier, on est en TypeScript. TypeScript, le typing est structurel, il n'est pas nominal. Ça veut dire que tout objet qui va répondre aux contraintes posées par cette classe-là, c'est comme s'il était de cette classe-là. Donc la fonction brightEndColor, on dit qu'elle prend un color, mais pas forcément une instance de la classe. Elle peut prendre n'importe quel objet qui contient ces attributs. Et là, c'est le cas, on peut l'appeler sans problème, avec des valeurs qui n'ont aucun sens, la validation n'a pas eu lieu. Donc on a introduit une classe. Alors attention, je vais remettre le micro, un petit coup de main. Pardon pour le monteur, j'ai dû lui casser les oreilles là tout de suite. Donc la classe devient presque inutile, ça sert à rien de faire tout ça, et donc on est revenu au point de départ. On essaye de faire du DDD, et au final, quand on tire le fil du t-shirt, il n'y a plus de t-shirt. J'ai un autre exemple à vous donner, que ça marche pas, c'est on va essayer d'appliquer le clean architecture. Donc clean architecture, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je me mets dans la peau de quelqu'un qui apprend, je vais taper sur Google clean architecture example.js. Je tombe sur un post Medium de Ben Michali, merci à lui. Le but, c'est pas de critiquer le code qu'il nous propose, c'est juste de le comparer avec ce que ferait un développeur non informé sur le clean architecture. Donc là, on a quoi? On a des choses qui sont typiques du clean architecture. On doit donc définir déjà des entités, donc un modèle métier. Donc là, en l'occurrence, dans le blog post, c'est quelque chose de très très simple. On a juste un service d'utilisateur pour le stocker et le chercher. Pas très intéressant, mais on a cette entité user avec une façon de l'instancier, d'en récupérer la donnée. On a un service, voici les opérations qu'on peut faire liées à cet utilisateur. On a ce qui est appelé une database, on a pu appeler ça repository également, une interface pour interagir avec la base de données qui va stocker nos utilisateurs. Et enfin, on a nos contrôleurs, donc nos handlers HTTP, donc la couche de présentation. Lorsqu'on reçoit une requête HTTP, on va du coup utiliser le service et renvoyer la donnée.
C'est typique. On a donc nos différentes couches qui correspondent à clean architecture. Est-ce que c'est du bon clean architecture? Je ne sais pas, mais c'est pas tant l'objet. Maintenant, on demande à un développeur, je sais pas, un collègue, quand je suis arrivé chez Spendless, par exemple, de faire la même chose. Il va nous faire, du coup, du clean architecture à l'arrache. Et en fait, il va nous faire quasiment la même chose avec beaucoup moins de code. Donc, au lieu d'avoir une classe, on a un truc qui nous dit voici à quoi ça ressemble un user. Dans le service, on peut faire ces opérations. Pourquoi s'embêter avec une repository? On va directement appeler le truc, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Et puis voici le contrôleur qui est quasiment pareil. Et ça, c'est du code qui est juste, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, bah, c'est plus facile à lire, plus facile à appréhender, plus facile à modifier. Donc là, je pense vous avoir convaincu que on est dans une situation où c'est assez difficile de défendre des pratiques telles qu'on peut les apprendre, on va dire, de façon canonique. Mon hypothèse ici, c'est pourquoi c'est si dur, c'est que le contexte a changé, mais les habitudes n'ont pas forcément changé. Ou en tout cas, il y a un lag entre les ressources qui sont disponibles pour apprendre comment appliquer ces méthodes et le contexte dans lequel ces méthodes doivent être appliquées. Quelques hypothèses ici. Je pense que déjà, au début des années 2000, quand ce genre de choses a commencé à bien émerger, il y avait beaucoup de single device applications. Là maintenant, on travaille avec des systèmes distribués. On avait des long running servers, même si on parle que d'un serveur avec une API, ils tournent pendant longtemps et puis ils ont toute la couche de présentation dessus. Le client, c'est rien en fait, c'est juste du HTML. Là maintenant, on a des clients complexes. On a des backends qui sont des fois stateless, ou même du serverless. En serverless, on a des contraintes de faut pas que les payloads soient trop lourds. S'il y a trop d'instanciation, de temps de générer des objets et de créer des repositories, des services, je sais pas quoi, on a des problèmes de cold start. Je ne vais pas forcément rentrer dans ces détails-là, mais il y a des contextes techniques qui font que c'est difficile de défendre ce genre de pratique. Le typing, je vous l'ai montré, beaucoup de méthodes qui dépendent du typing nominal, et là en typing structurel, on ne peut plus. Et puis surtout, début des années 2000, c'était un paysage, beaucoup de Java, beaucoup de OP. Quand on avait autre chose, c'était des scripts en Perl, mais c'était pas... Maintenant, la norme, en tout cas dans le monde des startups, c'est de travailler avec du Ruby, du JS, du Python, donc des langages multiparadigmes où on ne peut pas dire c'est ça la bonne façon de faire. Il y a plein de façons de faire, et donc c'est difficile de s'adapter. Donc face à ça, moi je suis obligé de remettre en cause l'usage de l'orienté objet. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas, c'est la situation dans laquelle je me suis trouvé. Est-ce qu'on en a besoin? Non, mais le chemin est compliqué, parce qu'il va falloir apprendre une méthode de craft, l'appliquer comme on l'apprend, donc avec l'OEP et toutes les difficultés que je vous ai montrées. Une fois qu'on l'a bien appris, qu'on a compris les tenants et aboutissants, on peut passer d'un niveau débutant, juste j'applique, à quelqu'un qui comprend les principes sous-jacents. On se les approprie, et une fois qu'on a compris les principes, alors dans ce cas-là, on peut adapter la méthode au contexte. Et ça, c'est ce que j'ai vécu dans ces deux expériences. Et je pense qu'on peut gagner du temps si nous, collectivement, en tant que communauté, on prend le temps de repasser sur ces ressources-là et de les présenter pour des personnes qui sont dans un contexte différent, afin que ce soit plus facile à digérer. Cela dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'OOP, c'est quand même très bien, parce que c'est un paradigme qui offre un socle. Donc il y a tout un ensemble de pratiques, c'est pas forcément du craft, mais on peut dire voici une bonne façon de faire l'orienté objet. C'est même un problème parce que du coup les gens se discutent en large en travers de qu'est-ce que c'est cette bonne façon, mais au moins il y a un dialogue, au moins il y a une discipline. Et c'est les méthodes de craft qui construisent par-dessus ces habitudes et cette discipline. Donc quand je vous parlais du DDD, DDD sans encapsulation, parler d'un variant de value object, c'est un peu plus compliqué. Donc moi je suis à la recherche de quelque chose qui peut remplacer l'OOP, qui sera plus proche des pratiques aujourd'hui des startups, donc un gap qui sera moins grand, mais qui sera suffisamment structuré pour pouvoir construire par-dessus. Et je pense l'avoir trouvé. C'est le Data Oriented Programming, justement. Donc ça, c'est un paradigme. Ce terme-là, je le remonte à un bouquin qui est sorti en 2022, donc c'est assez récent, par Jonathan Sharvit. Jonathan Sharvit, il a beaucoup travaillé en Clojure. Donc Clojure, c'est un langage dans la JVM qui est fonctionnel, non typé. Et il y a pas mal de choses dans la construction de ce langage avec des opinions très fortes, ça vient de son créateur Hichiki. Et ce qu'a fait Jonathan Sharvit, il a fait quelque chose de merveilleux, c'est qu'il a distillé les grands principes qui viennent dans la pratique d'écrire du Clojure dans quelque chose qui est applicable dans une large variété de langages. Donc même si vous ne connaissez pas le Clojure ou vous ne voulez pas faire du Clojure, vous pouvez quand même en apprendre beaucoup et venir appliquer un ensemble de principes. Alors je vais vous dire quels sont ces principes. Il y a 4 principes dans le Data Oriented Programming. Et le premier principe, c'est qu'on doit séparer le code et la donnée.
Dans l'exemple de gauche, on l'a en orienté objet. Tout l'intérêt de l'orienté objet, c'est justement d'associer la donnée avec le comportement, afin de pouvoir protéger la représentation de la donnée. En Data Oriented Programming, on doit séparer la donnée et le comportement. Donc on va avoir la donnée ici, donc voici la donnée qui représente une couleur, et voici une opération sur cette couleur. Alors c'est un ensemble dans le bouquin, donc il présente que c'est un ensemble d'avantages et d'inconvénients. Donc les avantages, c'est pouvoir réutiliser le code, réutiliser cette fonction dans d'autres contextes. Les tests sont plus faciles à réaliser, puisque faut imaginer, c'est un exemple simple, mais si je commence à avoir une vingtaine d'attributs, mais que ma fonction n'en utilise que 3, dans ce cadre-là, je vais être obligé d'instancier ces objets qui vont avoir une vingtaine d'attributs alors que je ne les utilise pas. Alors que dans le cas de droite, je peux juste dire que cette fonction-là, elle attend un objet avec les 3 attributs que j'attends, et dans mes tests, j'ai juste ça instancié. C'est beaucoup plus facile. Et ce que prétend l'auteur, c'est que ça conduit à une réduction de la complexité. Bon, c'est plus, comment dire, une opinion qu'un argument, je trouve. Mais en tout cas, dans mon expérience, ça permet de modulariser davantage. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une situation où je dois mettre toutes les opérations liées à une data au même endroit. Je peux commencer à les séparer dans différents fichiers de façon très libre. Mais ça a un coût, comme toute chose. Et notamment, il n'y a pas d'encapsulation. Ça, c'est le gros problème. Et on va en reparler plus tard. Et il peut y avoir également une répétition, une multiplication des types. Donc cette fonction-là, je peux la mettre ailleurs. Je peux redéfinir mon type couleur, ma classe couleur 40 fois. Je vais avoir de la duplication dans le code, alors que ce n'est pas forcément souhaité. Le deuxième principe, c'est que pour faire du DOP, il faut représenter la donnée par des structures génériques. J'ai pris mes exemples en TypeScript ou JavaScript, et là c'est quand même très très facile, parce que en JavaScript, on peut facilement créer ils appellent ça des objets, mais en fait ce sont des maps, des objets avec des clés arbitraires. Donc à gauche, plutôt que de définir une classe, on définit juste un type, donc un format. Et là, donc ma fonction, elle prend la couleur. Alors je ne vous ai pas mis, j'ai pas mis d'exemple de comment on appelle cette fonction, mais quand on appelle cette fonction, on n'est pas obligé de faire un new color, on fait juste une map avec ces champs-là. Et si cet objet existe déjà avec ces champs-là, on a juste à le passer. Donc représenter la donnée par des structures génériques. Donc des objets, des maps, des sets, des choses comme ça. Le troisième, c'est garder la donnée immutable. Je ne vais pas passer trop de temps dessus. Parce que déjà, dans les exemples que j'ai donnés, c'était déjà immutable. L'immutabilité, c'est cette idée de, une fois qu'on a une référence sur un objet avec la donnée, on ne le modifie pas. On a le droit de réassigner des variables, mais on n'a pas le droit de changer une référence. Si on a un public de crafteux ici, je pense que je n'ai pas trop besoin de vous convaincre de la pertinence de ça, mais en tout cas, dans le contexte dans lequel je suis et différentes startups, ils appliquent déjà plus ou moins ça. Déjà, côté front-end, quand on utilise du React, c'est naturel, en fait. On ne peut pas modifier les objets parce que la réactivité ne fonctionne pas comme ça. On est obligé de les recréer, de les repasser dans la boucle. C'est ce qu'on appelle un flux unidirectionnel de données. Et côté back-end, très souvent, on a une requête qui arrive, on fait un truc, et puis la requête se termine. Il y a en général peu de mutations qui sont impliquées. Donc pour des produits web, c'est pas bien compliqué. Et enfin, le dernier principe, c'est de séparer les schémas de la représentation. Ça, c'est un peu plus compliqué. Là, je vous donne un exemple de ce que ça veut dire. Tout à l'heure, on parlait de la validation des invariants. Donc là, ce qu'ils disent, c'est que en forçant le trait, on va dire que l'invariant, c'est notre schéma. Au lieu de mettre la validation au sein de la représentation, donc au sein de la classe, on va la sortir. Donc on en fait une fonction qui permet de valider. Donc cette fonction-là représente le schéma, et derrière, donc je ne l'ai pas mis à l'écran, mais on a l'interface qu'on avait déclarée tout à l'heure, c'est la représentation de la donnée. Mais ça ne répond pas tout à fait à la demande de l'auteur, Jonathan Charvit, parce que le schéma ici n'est pas réifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas un truc dans le code qui dit ça c'est mon schéma. On a une fonction qui permet de le valider, mais il n'est pas clair. Donc moi ce que je vous propose, c'est d'utiliser une bibliothèque en TypeScript qui s'appelle Zod, et qui permet de créer des schémas. Donc là, déclarativement, j'ai déclaré voici mon schéma d'une couleur, il y a 3 champs, rouge, bleu et vert, et puis pour chacun d'entre eux, ça va être un nombre qui est un entier entre 0 et 255. Et maintenant, j'ai ma fonction de validation, et c'est même mieux qu'une fonction de validation, je peux lui passer n'importe quoi, et à la fin, je sais que j'ai une couleur. Je vous passe les détails techniques, je pense que ce n'est pas hyper important de rentrer dans de comment fonctionne cette bibliothèque, mais le code, à mon avis, est assez intuitif. Séparer le schéma de la représentation, d'après l'auteur, ça a comme avantage, c'est que déjà, vous n'êtes pas obligé de valider.
Et c'est aussi une autre façon de bénéficier des avantages de TypeScript. TypeScript, c'est un système de type graduel. À tout moment, je peux dire ça m'intéresse pas de vérifier, fais-moi confiance, je fais ce que je veux avec un type qui s'appelle any. Et ça, c'est très pratique quand vous êtes en train d'itérer sur quelque chose, vous dire, mais en fait, je sais pas quelle est la tête de ma donnée, et pendant que je suis en train de découvrir ces choses-là, j'ai pas envie que mon compilateur m'embête. Je sais pas ce qui est correct, donc je veux pas vérifier que les choses soient correctes. Et l'autre avantage, c'est que comme on a réifié le schéma, il est exportable, donc on a un objet, on peut faire de la réflexion. Et là, pareil, on voit la différence entre l'écosystème Java et l'écosystème TypeScript. En Java, les classes que vous définissez font partie du runtime. Donc à tout moment, vous pouvez faire de la réflexion. Vous pouvez demander au programme quelles sont les listes de mes classes, de quoi elles héritent, etc. Et vous pouvez créer de l'outillage par-dessus. En TypeScript, vous ne pouvez pas. Au moment de l'exécution, tout ce qui est lié au type, ça disparaît. Il ne vous reste plus que les valeurs. Et bien là, justement, avec une bibliothèque comme ça, vous avez pris quelque chose qui est censé vivre dans le monde des types et vous l'avez mis dans le monde des valeurs. Et là, maintenant, vous pouvez prendre ce truc-là et créer de l'outillage pour dire, bah voici, je peux avoir une page web dans laquelle je vais voir la liste de mes entités, voici les schémas qui sont censés prendre, voici les relations entre elles, etc. C'est ce que parle l'auteur. Et l'auteur dit, en revanche, que le coût de ça peut être la performance. Pour moi, de toute façon, dans un contexte web, on est obligé de valider toutes les entrées, donc ça n'a pas de... Il n'y a pas d'enjeu, à mon sens. Donc je pense qu'il y a une très bonne adéquation entre les principes évoqués par l'auteur d'un monde de closure qui n'a rien à voir avec le JavaScript finalement, dans un contexte où on travaille avec du JavaScript ou des langages type Python ou Ruby plutôt dynamiques pour faire des produits web. On est juste laissé avec un questionnement. On a un paradigme qui a l'air adapté à un contexte, facile à apprendre pour les personnes, qui ne nécessite pas un changement radical dans la façon de coder. Mais est-ce que c'est un bon paradigme pour appliquer les méthodes craft qu'on connaît dessus? Et moi, je pense que oui, c'est un bon paradigme. C'est tout à fait possible. Et c'est possible à plusieurs égards. Et déjà, le premier, c'est qu'en aucun cas, cette méthode, ce paradigme, ne s'oppose de façon frontale avec ni l'orienté objet, ni le fonctionnel. Au moment des questions, j'imagine que la question sera posée, la question de la programmation orientée fonctionnelle. Mais c'est que, selon l'auteur, le functional programming ou l'object-oriented programming, c'est des choses qui décident de comment on gère le code. Mais lui, tout ce qu'il demande, c'est on sépare le code et la donnée, et une fois qu'on est dans le domaine de la donnée, là on va appliquer les principes du data-oriented programming. Il n'y a aucun souci, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs chez Fabric, de se dire, bah, pour ma partie métier, je vais faire pas mal de data-oriented programming, mais par contre j'ai bien un concept dans mon système qui est une repository, et là j'ai pas de données, je vais bien avoir un objet quelque part avec une interface, des méthodes à implémenter, bah là on est de l'OOP, il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez faire ça. Ou alors vous êtes dans un autre langage, vous voulez faire du functional programming, il n'y a pas de problème non plus. Donc à premier égard, c'est possible. Deuxième, et là il faut un peu me croire sur parole, on l'a mis en place, j'ai mis en place dans 2 boîtes, ça marche, c'est juste que des fois il faut vraiment essayer de comprendre quand on apprend une nouvelle méthode, mais comment est-ce que je dois l'appliquer dans son contexte. Fort heureusement, on a une recette, on a ces principes à appliquer, on prend un exemple en Java et puis hop, on déroule la liste, clac, clac, et on obtient quelque chose d'à peu près potable en JS. Donc oui, pour moi, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, on peut très bien faire ça, mais on perd un truc, on perd l'encapsulation. Ouais. Je voulais faire la surprise de la deuxième ligne, c'est pas grave. On perd l'encapsulation, donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas garantir la sécurité de certaines choses. Mais pour moi, d'expérience, c'est pas très grave. Ça m'a tout le temps dérangé, mais c'est pas grave parce que je pense que l'encapsulation, c'est surcoté. Il y a assez peu de cas où il faut vraiment protéger l'état d'un objet. Comme je vous le disais, quand on est dans un contexte back-end, par exemple, on reçoit une requête, on fait un truc, la requête se termine. J'ai pas un objet qui va vivre longtemps avec des gens qui vont essayer de modifier des trucs et 1000 opérations qui vont être faites dessus. Il n'y a pas trop de situations où on veut se prémunir de quelqu'un qui va aller lire la représentation de la donnée plutôt que uniquement utiliser les opérations qu'on a autorisées dessus. Valider les invariants, c'est relativement facile. Je ne suis pas aussi non plus convaincu que l'OOP, ça permet de gérer les invariants très très bien. Le grand classique, c'est je veux m'assurer dans mon système que les utilisateurs ont une adresse email unique. C'est un invariant. C'est pas un invariant à l'échelle d'un utilisateur. Qu'est-ce qu'on fait? Vous regardez, faut dépendre de la base de données. Donc moi, on m'a vendu le DDD en disant vous allez pouvoir encoder tous vos business logiques à l'intérieur de votre code. La vérité, c'est que pas tout le temps. Donc on est obligé de faire des compromis. Puisqu'on fait déjà des compromis, allons jusqu'au bout.
Et puis même si vous n'êtes pas convaincu par cet argument, bah de toute façon, moi le contexte dans lequel je suis, c'est pas j'expose un objet, personne n'y touche, et je veux m'assurer que les gens ne dépendent pas de la représentation à l'intérieur. Le contexte dans lequel je suis, c'est que je travaille avec des collègues qui ont accès à la même codebase. Donc s'ils veulent accéder à la représentation de l'objet en Java, même si les trucs sont en private, il y a quelqu'un, il le met en public, il push ça, il n'y a pas de souci. Moi je ne l'ai pas vu, si je ne suis pas reviewer, bah, l'encapsulation elle a peut-être protégé dans un cadre où le code est figé, mais quand le code change, bah, c'est un peu... Faut pas demander à l'encapsulation de faire des choses qu'il en serait incapable, mais ça ne protège pas contre la modification du code. Donc pour moi, y a pas de... on perd quelque chose, hein, je ne veux pas dire qu'on ne le perd pas, mais c'est pas très grave pour moi. Donc je pense qu'on a un paradigme qui est adapté à notre contexte. Maintenant, la difficulté, c'est comment on va faire pour pouvoir apprendre aux gens comment appliquer ces méthodes plus facilement grâce à ce paradigme. Et donc pour ça, je pense qu'il faut exemplifier le corpus de méthodes qu'on a avec la programmation anti-objet. Donc prendre, je sais pas moi, CQRS, ok. Si je tape CQRS exemple JS aujourd'hui, je trouve, enfin CQRS exemple tout court, je tombe sur plein d'exemples en C#. Comment est-ce que demain, moi je veux faire du JS ou du TypeScript et j'ai quelqu'un qui me montre, ok, voici un exemple copy-paste, commence par ça et par la pratique, tu vas finir par comprendre les principes qui sont derrière. Donc voilà la liste des trucs sur lesquels j'avais des problèmes et dans les prochains mois à venir, ça va dépendre des conversations que je vais avoir avec vous autres également, je vais m'atteler à cette tâche-là, d'essayer d'exemplifier des applications simples de ces différentes méthodes pour moi, pour la communauté, pour mes collègues chez Fabric, dans lesquels on essaye d'améliorer les choses. Et donc voilà. C'en est fini pour ma présentation. Merci beaucoup et place aux questions. Alors oui, je conseille de regarder les vidéos, il y a Rich Aiki, c'est quel que soit le langage, c'est toujours génial. Mais il y a un truc qu'on manque, qui est une phrase que lui dit et que je partage, c'est la programmation orientée-objet, c'est le pire truc qui soit arrivé à l'informatique depuis 15 ans. Et un des points qu'on rate souvent, c'est qu'en fait, à quoi ça sert, sachant qu'on a un système qui reçoit de la data et qui va en émettre, à quoi ça sert de changer les noms de ce qu'on reçoit quand c'est déjà structuré, potentiellement par un schéma, Avro, JSON schéma, ce qu'on veut, ou du Google. Et déjà, il y a les noms des objets, les properties, quand c'est un peu structuré. Et puis le reste, c'est des maps, des arrays, des sets, donc c'est strictement primitif. Pourquoi mettre ça avec des nouveaux noms, sachant que la meilleure pratique, ça serait de donner exactement les mêmes noms d'attributs pour le mettre dans un truc qui est abstrait, et comme tu le dis, qu'on va ensuite retransformer et remettre dans un format natif. Donc en gros, c'est les données, c'est le truc essentiel, ne changez pas les noms, y compris dans la database ou l'extérieur. Et puis ensuite, quand on réfléchit un peu dans ce que tu as montré, c'est les meilleurs exemples des choses qui sont réellement utiles dans le business, c'est toutes des méthodes statiques en fait. Donc c'est une fonction. Et je pense que c'est 2 points, ne pas faire un truc pour redonner des nouveaux noms, et ce concept qui est à quoi ça sert ces trucs d'encapsulation pour que le truc utile, ça soit des méthodes statiques, ça emporte Ouais, tout ce truc. tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs l'auteur il l'indique dans son livre, toute son inspiration en fait, ça vient de Richiki. Alors pour les personnes qui regardent, je sais pas si le son a été capturé, mais en grosso modo l'intervention du monsieur c'était de te dire que le point de Richiki, et il y a pas mal des choses là, des idées viennent de lui originalement, c'est de dire que pourquoi est-ce qu'on s'embête à venir prendre des choses, les retransformer, changer leur nom pour les remettre quelque part, toute cette danse-là, et il y avait une phrase, c'était l'object-oriented programming, c'est la pire chose qui soit arrivée dans les 15 dernières années. Donc ça c'était pour résumer un peu l'intervention du monsieur, et ma réponse à ça c'est, je suis tout à fait d'accord. L'avantage ici, et de tout ce livre, c'est que Richiki, moi j'adore ses talks, je les ai regardés plein de fois, mais une fois qu'on a fini, on se dit bon, je fais quoi maintenant ? C'est pas clair. À part je change de boîte pour aller faire du closure, utiliser de Datomic et tout le tintouin, bah, on est un peu bloqué. Et ça, c'est ce que j'aime avec ce bouquin, c'est que c'est très pragmatique, très pratique, et c'est ce que j'essaie de vous retransmettre via ce talk. C'est voici les méthodes à appliquer. Il y a ici en bas, depuis le début.
Merci pour la presse, c'était trop cool. De rien. Tu as parlé de Zod pour valider, enfin pour faire tes schémas, etc. et puis potentiellement valider tes données. Est-ce que tu l'utilises aussi sur du front et est-ce que tu as vu, est-ce que c'est tolérable en termes de overhead, de poids? Parce que j'avais testé des trucs comme ça sur des fronts et on l'avait viré parce que waouh. Ouais, le problème de Zod, donc c'est une API où on a un objet Z et puis on a plein de méthodes justement pour voir. Enfin, c'est le builder pattern, quoi. C'est pas exactement ça, mais vous comprenez. Il y a une alternative, c'est Valibot, ça s'appelle, où ça va exposer ça en termes de fonctions. Là, on peut faire du tree shaking, je l'avais mentionné dans le talk. Donc, c'est une alternative qui fait la même chose, mais qui est beaucoup plus lean et qui est utilisable côté front. Ouais. Ah, s'il n'y a pas de questions sur le fonctionnel, vous allez me surprendre. Quelle question tu voudrais? Alors, on me demande. Après, je répondrai à mes propres questions. Il nous reste 8 minutes. Ouais, je dois vraiment avoir loupé un truc dans la présentation parce que j'ai l'impression que c'est une version amoindrie de la programmation fonctionnelle que tu nous proposes. Ouais. Et du coup, il y a. Parce que sans les typages forts, il y a un truc que j'ai dû louper. Bah non, t'as rien loupé parce que j'ai carrément squeezé le truc. J'ai décidé de pas en parler pour gagner du temps. En fait, pour être tout à fait juste, si on commence à se dire, voilà, je vais faire du craft sans OOP, on va tomber sur des ressources en functional programming. Il y en a moins, et sont peut-être pas forcément aussi stables dans la façon de faire les choses. Et on va tomber sur quelque chose qui, peu ou prou, va ressembler dans les grandes lignes à ce que je vous ai montré. Donc oui, t'as rien loupé en fait. Le data oriented programming, ça ressemble à du fonctionnel. Et c'est pas étonnant parce que ça vient de Clojure. Clojure, c'est du fonctionnel. Mais c'est du fonctionnel non typé. Pourquoi est-ce que je pense que c'est quand même intéressant de distinguer ça dans son propre paradigme? Déjà, premièrement, parce que ça va vivre en adéquation avec l'orienté objet, ça va pas forcément le remplacer. Et deuxièmement, parce que, et moi c'était mon expérience en travaillant dans des codebases JS ou TS, dès qu'on commence à dire Functional Oriented Programming, on a quelques anciens Haskellers qui arrivent, et j'en étais un, donc je jette pas la pierre sur mon voisin, mais sur moi-même, qui commencent à nous sortir du FPTS ou du FectTS, et qui commencent à créer des espèces de belles cathédrales de monades, etc., en disant mais on fait de la programmation fonctionnelle, et on a des fonctions avec des types compliqués partout. C'est pas l'idée du Data Oriented Programming. Data Oriented Programming, c'est de rester extrêmement simple. Donc il n'y a pas tout le bagage qui vient avec en général quand on parle de fonctionnel. Mais dans l'essence, dans le principe fondamental, oui, c'est ça en fait. C'est plutôt que d'avoir des objets, plutôt d'avoir une espèce de typologie des différents concepts et de les réifier en tant que classes qui vont associer de la donnée et du comportement. J'ai de la donnée d'un côté, mon comportement de l'autre sous forme de fonction et je compose mes fonctions. C'est ça, oui. La dernière distinction que je ferais, c'est aussi quand on parle de Functional Oriented Programming, on peut se dire, bah, du coup, si j'utilise un langage fonctionnel, ça va mieux marcher. Dans les grands langages fonctionnels, on a Haskell, on a OCaml, fonctionnel typé, je parle. Et là, on va avoir le même souci, c'est que ce sont des types nominaux, ce ne sont pas des types structurels. Et donc, on va devoir, si on applique les recommandations de l'auteur, faire des choses qui ne sont pas très idiomatiques dans ces langages. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ce qui est proposé ici, ça colle comme un gant à du JS et à du Clojure. Pardon pour la longue réponse. Ah, vous avez le temps là. Vous pouvez me demander comment je vais, ce que j'ai mangé hier. Bon, s'il n'y a pas de questions de l'audience, c'est peut-être... Ah oui, encore une fois, c'est très bien. Quand tu as montré les exemples au début, et tu disais, nos gars qui vont rapidement, ils vont prendre tous les raccourcis. Je vois pas pourquoi, à la fin, ils prendraient pas des raccourcis pour bypass toutes les vérifications, aller trifouiller la data. En fait, voilà, j'ai l'impression que si au début c'est déjà trop dur, pourquoi à la fin c'est pas, il serait pas
Ouais, de faire toutes les cochonneries. c'est une bonne question. Je vais essayer de la reformuler comme ça et tu me diras si c'est bon. Ces méthodes-là nécessitent une discipline. Si l'application de l'OOP était difficile par le manque de discipline des collaborateurs, en quoi la remplacer par une autre discipline, ça va régler le problème. J'ai deux réponses à ça. La réponse est que ça règle aucun problème, je suis complètement d'accord. Si un collègue il veut pas jouer le jeu, il jouera pas le jeu et toutes les mesures qu'on mettra en place, elles seront pas meilleures. Moi, l'autre réponse, c'est moi ce que j'essaie de résoudre comme problème, c'est je veux apporter des choses qui n'ont rien à voir avec l'OOP, donc des choses qui sont liées au craft. Quand je veux le faire, j'ai le bagage de l'OOP avec moi, et ça cause un clash culturel. Et du coup, les gens ne sont pas convaincus de ce que j'essaie de mettre en œuvre. Alors que si je viens avec ça, ils vont voir que le code que je propose, ça ressemble beaucoup au code qu'ils écrivent déjà. Et donc, je peux me concentrer uniquement sur la méthode. Quand je leur parle de value object ou quand je leur parle de DDD, je vais leur parler des choses qui sont importantes dans le DDD, les aspects stratégiques, les aspects modélisation, et je ne vais pas devoir leur expliquer bon, gars, si tu veux faire une entité, tu dois définir telle classe de telle manière, et puis oh là, c'est compliqué ton truc. Là, au moins, j'ai des clés qui me disent tu peux faire les choses de façon plus, à défaut de dire plus simple, plus facile. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Merci. Une question ici? Peut-être? Non, pardon. Moi, je veux savoir, est-ce que levez la main ceux qui se retrouvent dans le contexte que j'ai, qui se retrouvent ou se sont retrouvés dans le contexte que j'ai mentionné au tout début, qui est celui-ci. Ouais. Alors attendez, je vais aller un peu trop vite. Voilà. Qui est dans ce contexte? Alors j'en revois. Ah, c'est pas tant de monde que ça. Bah, ceux qui sont dans un contexte différent, moi, ça m'intéresse de savoir vous êtes dans quel contexte. Est-ce que c'est parce que vous avez déjà plein de craft chez vous? Est-ce que c'est parce que vous avez d'autres technos? Est-ce que c'est parce que vous faites du B2C? Dites-moi. Soyez pas timide, hein, parce que là, il nous reste 3 minutes, on est entre nous. On avait démarré en retard. On a démarré en retard? Ok. Ah oui, ok, 17h tout pile. Bah, venez me voir alors. Ah oui? Oui, pardon? Moi, je suis dans un contexte un peu différent. C'est qu'on est... Pardon. Non, mais vas-y. Non, je vais te dire mon contexte, c'est on est une bande de back et on n'aime pas le front. Et du coup, on fait du front comme on fait du back. Ouais. Alors, les premiers développeurs front que j'ai vus hurler. Mais en fait, en même temps, on lui a expliqué qu'en fait, là, on s'y retrouvait vachement mieux dans la façon de faire du front parce qu'on le faisait comme on faisait dans le back. C'est peut-être pas top, mais on le fait comme ça parce que c'est plus facile pour nous. Bah, merci d'avoir partagé ce contexte. On le vit un peu chez Fabric aussi, parce qu'on a une équipe qui fait essentiellement du back aussi. Quand ils ont voulu faire du front, ils ont voulu appliquer une architecture hexagonale dans une application Vue.js. Et on a vu apparaître des use cases, des objets, des machins comme ça. Et puis les autres devs dans notre équipe qui font du front, ils me disent qu'est-ce que c'est que cette horreur? J'ai jamais vu une application Vue.js comme ça. Et effectivement, ce que je vous ai présenté, j'ai eu peut-être un biais back-end dans la présentation, mais si vous essayez de faire une application React et appliquer de l'hexagonal architecture de façon, on va dire, scolaire, un développeur React va péter un plomb. Par contre, on peut quand même appliquer ces principes avec du code qui ressemble à autre chose. On a des concepts de composables, par exemple, qui permettent d'abstraire certaines choses. Il y a des articles dessus, c'est comment faire de l'hexagonal avec du React de façon idiomatique. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé ce contexte, ça fait écho à des expériences que j'ai eues. Et peut-être que ça peut vous aider. Merci. Merci.